Que faire? L'Areka marine est évacuée. L'Areka désert refuse les nouvelles arrivées. Où aller? Est-ce que le tremblement de terre va vraiment devenir aussi terrible que ce que le médecin a prédit? Chapitre 3. La première nuit. La route se vidait peu à peu. Les lampadaires vacillaient, certains penchés, d'autres déjà tombés. Les phares de la voiture découpaient les silhouettes d'un monde qui semblait hésiter à continuer de tourner. Dans le silence, la radio crépitait faiblement. La mère la tenait serrée entre ses mains, comme si c'était une lanterne. Une voix métallique finit par se stabiliser entre deux grésillements. Bulletin spécial. L'Areka marine, évacuation complète. L'Areka désert, fermeture immédiate des frontières aériennes. L'Areka sous-marine, accès encore ouvert mais limité. Les autorités demandent de rester calmes et d'éviter les routes encombrées. Ne retournez pas dans vos maisons. Même si elles semblent solides, elle peut s'effondrer suite à une réplique. Prenez soin de vous. Un frisson parcourut la voiture. Le père, concentré sur la route, baissa le volume sans un mot. « Baisse, dit-il à voix basse. On a compris. On rentre. À l'arrière, Amine regardait dehors. Des familles marchaient sur les bas-côtés, silhouettes penchées, sacs et couvertures dans les bras. Certains tiraient des valises, d'autres portaient des enfants endormis sur les épaules. Leurs ombres s'allongeaient dans les faisceaux des phares, glissant sur les murs fissurés. « Baba, murmura-t-il, on dirait que tout le monde fuit. » Le père serra le volant. « Non, pas tout le monde fuit. Certains cherchent encore où aller. » Quand ils arrivèrent, la rue n'était plus qu'un amas de gravats et de poussière. Leurs voisins dormaient dehors, certains dans des voitures, d'autres sous des draps pendus entre deux murs. La maison familiale tenait encore, mais elle semblait penchée, blessée. « Pas dedans, dit le père. On dort fil à cour. On dort dans la cour. » Ils sortirent les couvertures, un vieux matelas, une lampe à pile, un thermos de thé. La tante Ahlam alluma un petit réchaud. Le gaz siffla, la flamme bleue vacilla dans l'air tiède. Elle posa la théière, sortit quelques macroutes qu'elle avait gardées dans son panier. « Bois, Amine, dit-elle doucement, ça calme le cœur. » Autour d'eux, des bruits de chaises, de pas, de voix inquiètes. Un chien aboyait au loin, les échos s'entrechoquaient contre les façades fendues. Le père s'assit sur une pierre, les coudes sur les genoux. « Demain, on avisera. Ce soir, on dort. » Mais le sommeil ne vint pas, pas vraiment. La terre semblait respirer sous eux, une respiration lente, irrégulière, comme un battement contenu. Chaque craquement de doigts, chaque craquement de bois, chaque soupir du vent faisait tressaillir les allongés. Amine fixait les étoiles. Il pensa au médecin, à sa voix paniquée, à son regard quand il a dit « une grande faille ». Et s'il avait eu raison? Et si la faille passait juste en dessous d'eux? Il pensa à sa mère, recroquevillée contre la tente, au souffle court, à ses frères étendus côte à côte, endormis par la fatigue plus que par la paix. Et le temps s'étira. Puis, peu à peu, le sommeil vint, pas comme un refuge, mais comme une bête traquée, méfiante, haletante, qui s'allonge juste à côté de la peur pour la surveiller. Amine ferma les yeux. Le dernier son qu'il perçut fut celui d'une montre oubliée sur la table, tic-tac obstiné, comme le battement d'un monde qui hésite à s'arrêter. Son sommeil était agité, ce genre de sommeil où l'on a l'impression de ne pas dormir. Puis vint un souffle d'abord, si faible qu'on aurait pu croire à un rêve. Puis le sol vibra, doucement, comme un tambour que quelqu'un effleure du bout des doigts. Un verre tinta. Le père se redressa d'un bond. « Debout !» La secousse éclata, brutale. Le sol bascula. Les couvertures glissèrent, les murs gémirent, puis craquèrent. « Ya Allah !» souffla la mère en agrippant la tente. Amine se leva, cherchant ses frères dans la pénombre. « Baba !» cria-t-il. Mais le grondement couvrait sa voix. Une fissure s'ouvrit d'abord, puis dans le mur du salon. Une ligne claire, presque blanche, qui se déploya comme un serpent. Puis une deuxième, et la maison se plia. Lentement, fit un bruit de pierre qu'on écrase, dans un bruit de pierre qu'on écrase. Le toit s'affaissa, les vitres explosèrent, un nuage de poussière monta, avalant tout. « Oh Allah !» cria le père, la gorge sèche. Sa voix se perdit, fit dans le fracas. Quand la poussière retomba, il ne restait qu'un amas de pierres et de poutres.
La maison n'était plus qu'un souvenir de mur. Un contour flou fit la brume dans la brume. La mère d'Amine s'effondra à genoux. Les frères regardaient pétrifiés, comme si leur voix s'était éteinte en même temps que les murs. « Ce n'est plus une maison, dit le père après un long silence. C'est la terre qui l'a reprise. » Il était debout, observait les ruines. Le vent fit claquer un pan de rideau. Un livre s'ouvrit au hasard, fit les décombres, dans les décombres, et la poussière, douce comme du sable, se posa sur leurs cheveux. Et Amine se dit « Heureusement qu'on était fit le jardin. » Le matin eut la couleur du plâtre. Tout semblait couvert d'une fine pellicule de gris, même le ciel. Le vent s'était levé, charriant en goût de métal et de sel. Sous la toile fendue, la lampe à gaz dessinait des cercles de lumière pâle. La tante Ahlam ralluma le petit réchaud. Ses mains tremblaient à peine. Le cliquetis du briquet résonna, puis la flamme prit. « On va boire, dit-elle doucement. Personne ne répondit, mais tous la regardèrent comme si ces mots suffisaient à réchauffer. Autour d'eux, le vent faisait claquer les cordes de la tente. On entendait au loin des planches qui grinçaient, un chien qui gémissait, et plus loin encore la mer qui semblait respirer lourdement. La tente prit les verres, une odeur de menthe et de feu s'éleva. Elle avait cette manière de se mouvoir lentement, de donner au silence une forme humaine. Elle posa le premier verre devant le père d'Amine, puis un autre pour chacun, sans un mot de trop. Alors, presque pour elle-même, elle murmura « Quand on a peur, on entrefit la prière dans la prière, comme on entrefit une maison. » Sa voix se perdit dans un souffle du vent. Un des frères releva la tête, l'air apaisé. Même Amine, qui tremblait encore un peu, sentit ses épaules se détendre. Le feu crépitait doucement. Le thé, trop chaud, brûlait la langue. Mais c'était une brûlure qui faisait du bien. Un pan de mur tenait encore, avec un bout de cadre accroché, une photo de mariage. La radio, posée sur une caisse, recommença à grésiller. La même voix, plus lointaine encore. Mise à jour des informations. L'ARECA marine entièrement évacuée. L'ARECA des airs fermée pour raison de sécurité. L'ARECA sous-marine, accès toujours ouvert, mais les entrées sont désormais restreintes. Les réfugiés sont encore accueillis jusqu'à nouvel ordre. Les routes du sud sont bouchées. Nous ignorons encore l'étendue de la catastrophe ni le nombre de victimes. Ne retournez pas dans vos maisons. Elles peuvent s'effondrer en cas de réplique du tremblement de terre. Le père fixa la radio un long moment, puis il parla d'une voix lente. On ne peut pas rester ici. Abdallah serra les mâchoires. Les routes sont bouchées. Et l'Areka demanda la mère. Le père désigna l'horizon. Là, sous la mer, se devinait à travers la brume. Fit la mer, dans la mer, là-bas, sous les vagues. Un silence accueillit ces mots. Puis la tante posa son torchon, essuya ses mains. J'emporte les macroutes et le thé, ça peut toujours servir. Elle avait toujours su ramener la paix, sans grand discours, juste avec sa façon d'être. Amine regarda une dernière fois la maison, le mur écroulé, le petit livre coincé entre deux pierres. Il inspira profondément. Baba, tu crois qu'ils nous laisseront entrer à l'Areka sous-marine ? Le père le fixa. Tant qu'ils accueillent des réfugiés, on a une chance. Et tant qu'on marche, on n'est pas perdu. Ils se mirent à rassembler leurs affaires. Pas grand-chose. Un sac, quelques vêtements, le panier de la tente. Chaque geste semblait peser une vie. Le soleil se levait lentement, éclairant la poussière suspendue comme un voile. Et dans ce matin encore tremblant, ils prirent la route vers l'ouest, vers l'un des tunnels d'entrée dans les profondeurs de l'Areka sous-marine, le seul endroit, disaient les voix à la radio, où l'on accueillait encore ceux qui n'avaient plus de toit. Chez Jamal, tout semblait mieux tenu, mieux pensé. On pourrait d'ailleurs écrire Jamal en arabe maintenant. Il nous manquait juste la lettre J, Jim, écrite parfois comme une boucle tranquille, parfois comme un hameçon accroché à la ligne et toujours avec un point en dessous, discret, comme une bulle. Jim, G, début, milieu, fin. 3 formes d'une même lettre, comme 3 façons de sourire avant de parler. Abdel,
Le grand frère de Jamal, dès leur retour, avait pris les choses en main. Il parlait peu, mais chacun savait ce qu'il avait à faire. On ne dort pas à l'intérieur, dit-il. On reste fil à court, dans la cour. Les cousins s'étaient déjà mis au travail. 2 d'entre eux avaient sorti une grande tente militaire repliée depuis des années, filée dans un sac gris. Un autre montait des piquets, un quatrième gonflait les matelas. Les gestes étaient rapides, sûrs, presque joyeux. « Ici on dort », annonça le grand frère. « Là, on pose des couvertures. Ici, les valises, au cas où on doit filer vite. » La mère préparait le thé. L'eau chauffait sur un vieux réchaud. La flamme tremblait sous le vent du soir. Une voisine passa la tête par la porte. « Vous avez besoin d'aide ?»« Non, viens t'asseoir, on partage le thé. » Bientôt, la petite cour se remplit. Une vieille dame, 2 enfants d'à côté, un couple qui n'osait pas rester seul. Abdel leur fit signe. « Entrez, on se sert. Plus on est nombreux, plus la peur se divise. » Et les rires revenaient doucement, par vagues. Les cousins plaisantaient, imitant la voix du contrôleur du Matar de l'aéroport qui avait annulé leur vol. « Mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous annoncer que votre couscous est retardé de 2 heures. » Un autre ajouta. « Raison technique, le lait du thé était encore trop chaud. » Même la mère rit, une main sur la bouche. L'air sentait le sucre, la menthe, la terre. Une assiette de gâteau circulait, puis une autre. Les gens se racontaient leur version du tremblement de terre. Les objets qui étaient tombés, les murs qui avaient bougé, mais aussi les disparus, les êtres aimés. Entre 2 histoires, une gorgée de thé ramenait tout le monde à la chaleur du présent. Jamal regardait autour de lui. Les ombres dansaient doucement sur les murs. Il sentit quelque chose de rare, une paix fragile, comme un abri de lumière fit dans la tempête. Il pensa à Amine, à ce qu'il faisait à cette même heure. Il sortit son téléphone, mais il n'y avait pas de réseau. Le silence de l'écran lui rappela que, même si tout allait bien ici, ailleurs, peut-être quelqu'un regardait les mêmes étoiles avec peur. « Bois, Jamal, dit la mère en lui tendant un verre. « Oui, maman. » Le thé était brûlant, sucré, fort. Il réchauffait plus que la gorge. La nuit passa lentement. Vers 3 heures, une brise se leva, chaude, lourde. Les cousins s'endormaient les uns contre les autres. La tente respirait doucement, gonflant et se vidant au rythme du vent. Le grand frère Abdel restait éveillé, accoudé contre le mur fissuré. Ses yeux suivaient les nuages qui glissaient devant la lune. Puis, soudain, sans prévenir, la terre vibra. Une secousse, plus courte que la veille mais plus sèche. Le sol remua comme un drap qu'on secoue. Les tasses tintèrent. Un mur gémit. Une lézarde s'ouvrit dans l'angle du salon, juste au-dessus de la porte. Les enfants se redressèrent en criant. « Peste » dit la mère d'une voix ferme et calme et claire. Le mot coupa la panique nette, comme un claquement de tissu. « Ça va, mes enfants, ça va, on est dehors. Rien ne peut nous tomber dessus. » Elle les fit asseoir, les couvrit, et le silence revint peu à peu. Le grand frère vérifia la fissure. Elle était longue, mais pas profonde. La maison tiendrait encore. « Elle a pris peur, c'est tout, » dit-il doucement, « comme nous. » Jamal regarda la façade. Une poussière fine s'échappait encore des jointures. Puis il leva les yeux vers la tente, vers les gens serrés, endormis, protégés. Il sentit son cœur battre fort, mais sans peur, juste vivant. Le matin se leva sur un calme étrange. Les oiseaux avaient recommencé à chanter. Le thé fumait encore sur le réchaud. Les cousins parlaient à voix basse. La mère faisait l'inventaire des provisions. Eau, farine, sucre, couverture. Un voisin entra. « Vous avez entendu la radio ?» Le grand frère leva la tête. « Non, qu'est-ce qu'ils disent ?»« Aux dernières nouvelles, l'Areka marine évacuée. L'Areka désert, frontière fermée. L'Areka sous-marine toujours ouverte, mais les entrées commencent à être limitées. On n'y accueille encore les réfugiés extérieurs et ceux de l'Areka marine. » Un silence suivit. La mère ferma les yeux. « Alhamdulillah, louange à Dieu. Tant qu'il reste un endroit où aller, tout n'est pas perdu. » Le grand frère hocha la tête. « On y va, ce matin même. »« Vers l'Areka sous-marine ?» demanda un cousin. « Oui, par la route. C'est long, mais c'est plus sûr. » Les cousins se mirent aussitôt en mouvement. L'un prépara les sacs, l'autre vérifia la voiture, un troisième
répartit la nourriture. On aurait dit qu'ils avaient toujours su que ce moment viendrait. Jamal aidait, sans parler. Il regardait sa mère plier un foulard, fermer une boîte de biscuits et poser un dernier regard sur la maison. La fissure du mur avait séché, devenue une cicatrice beige fit la lumière du matin, dans la lumière du matin. « Tu crois qu'on reviendra ici ?» demanda-t-il doucement. « Si Dieu le veut, » répondit la mère. « Et même si on ne revient pas, ce qui compte, c'est de continuer à marcher. » Jamal haussa la tête. Le moteur de la voiture ronronna doucement. Les cousins riaient déjà, distribuant les places. Le plus lourd au milieu pour équilibrer. Et le plus bavard derrière, qu'on n'entende pas trop sa peur. Le rire monta, franc, vivant. Et fit cette légèreté inattendue, dans cette légèreté inattendue, ils prirent la route à leur tour, vers la mer, vers l'ouest, vers l'Areka sous-marine, là où, selon la radio, on accueillait encore ceux qui n'avaient pas cessé d'espérer.